En 1914, la menace d'une guerre se concrétise et devient une réalité mondiale. L'écrivain Charles Péguy dénonce l'hypocrisie pacifiste et déclare que pour tuer la guerre, il faut faire la guerre. Péguy ajoute « Celui qui ne se rend pas est mon homme, quel qu'il soit, et d'où qu'il vienne. » Lieutenant de réserve, il part dès la mobilisation. Au tout début de la guerre, la première bataille de la Marne fait rage. Le régiment de Péguy doit attaquer l'ennemi. Mais les deux officiers supérieurs périssent et les soldats sont livrés à eux-mêmes. L'un d'entre eux témoigne. Quand le capitaine est tombé, au pied de l'arbre Le Trempe, qui est à 200 mètres ici à droite, il a pris effectivement le commandement de la compagnie, a sorti son épée du fourreau et s'est dressé devant nous en criant « Le capitaine est tombé, je prends le commandement, suivez-moi en avant à la baïonnette ». Nous avons donc suivi ce brave lieutenant sur quelques dizaines de mètres, mais les rafales de mitrailleuses étaient telles qu'il a fallu se coucher. Il restait debout sous la rafale. Et à ce moment, une balle est venue frapper ce pauvre lieutenant au front et il est tombé sans un cri, dans un souffle, disant simplement « Oh mon Dieu, mes enfants ». Comment s'appelait ce lieutenant? Ce lieutenant, le pion, c'était mon lieutenant, c'était Charles Péguy. Au lendemain de sa mort, la revue allemande Die Aktion l'immortalise à travers ce portrait signé par l'artiste d'avant-garde Egon Schiele, dans un esprit de fraternité universelle. Selon un témoin, l'expression du dernier visage de Charles Péguy était d'un calme infini. C'est là, à cet endroit précis, dans ces vastes plaines qui entourent Villeroy en Seine-et-Marne, que la voix de Charles Péguy s'est tue à tout jamais, le 5 septembre 1914. Dès lors, elle ne sera plus que cette voix intérieure, fidèle, salvatrice et impérissable. Dans les replis de cette terre, qui lui a inspiré tant de pages et de poèmes, s'est achevé l'itinéraire de Péguy. Celui d'un homme épris de justice et engagé, confronté aux épreuves de la vie et de l'histoire, qui compte parmi les écrivains les plus inspirés de la littérature et les plus grands poètes de son temps. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée. C'est d'avoir une pensée toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise âme, et même de se faire une mauvaise âme. C'est d'avoir une âme toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme, même perverse. C'est d'avoir une âme habituée. Les mots de Péguy sont souvent ceux d'un combattant, d'un adepte de la punchline, dirait-on aujourd'hui. Un siècle plus tard, ces mêmes mots sonnent ou cognent juste et touchent leur cible, les trahisons, les opportunismes, les impostures, en faisant appel au plus profond de nous. Dans cette quête d'une absolue sincérité, Péguy s'adresse tout autant à ses adversaires qu'à lui-même, et par conséquent, à nous tous. Péguy s'est lancé dans la vie avec beaucoup de générosité, ça aussi, ça fait partie de son tempérament, et beaucoup d'innocence, en s'engageant sur le terrain politique, en découvrant le monde. Il a été affronté à des dysfonctionnements, à des compromissions, à des lâchetés. C'est très fréquent dans la vie politique. Ça l'a mis en difficulté par rapport à ses camarades socialistes, notamment. Et il n'a jamais perdu cette capacité à être scandalisé par le fait de faire passer son intérêt personnel avant l'intérêt général. Il dit « Il n'y a pas de péché dans mon œuvre ». Et pas beaucoup d'artistes qui pourraient dire ça. Je pense que c'est vrai. Voilà un homme qui, dans sa vie et dans son œuvre, n'a pas été complaisant au mal. Charles Péguy vient au monde le 7 janvier 1873,
dans une France meurtrie par le mal de la guerre, qui fut perdue face aux Prussiens en 1870. À cette défaite s'ajoute la tragédie sanglante de la Commune de Paris. Ces événements si douloureux, mais constitutifs de la Troisième République, le marqueront profondément dans sa vie personnelle, comme dans sa relation à l'histoire, déterminante et toujours engagée. Son père, Désiré Péguy, succombe à un cancer de l'estomac, 10 mois après sa naissance. Son fils attribuera toujours sa maladie aux fatigues et aux privations du siège de Paris, lorsque Désiré défendait la capitale. Désiré était ouvrier menuisier. Ses mains subvenaient aux besoins de sa famille. Il laisse le souvenir d'un homme doux et travailleur. L'enfant grandit dans un entourage essentiellement féminin, avec sa mère, Cécile, et sa grand-mère. Elles étaient toutes deux rempailleuses de chaises. En cette ère industrielle, l'artisanat populaire est avec l'usine, l'unique gagne-pain et le seul savoir-faire de bien des pauvres. À force d'expérience, on investit dans un petit établi, comme ici, celui de la grand-mère. De cet esprit artisanal, Charles conservera toute sa vie le sens de l'ouvrage accompli, du détail et du dépassement. J'ai vu, toute mon enfance, rempailler des chaises exactement du même esprit et du même cœur que ce même peuple avait taillé ses cathédrales. Il fallait qu'un bâton de chaise fût bien fait. Il ne fallait pas qu'il fût bien fait pour le patron. Il fallait qu'il fût bien fait lui-même, en lui-même, pour lui-même. Une tradition, venue du plus profond, un honneur, voulait que ce bâton de chaise fût bien fait. Toute partie dans la chaise, qui ne se voyait pas, était exactement aussi parfaitement faite que ce qu'on voyait. C'est le principe même des cathédrales. Le travail pour Péguy, c'est d'abord un mode de vie, le mode de vie de sa famille. Il a grandi entre sa mère et sa grand-mère, qui étaient des femmes laborieuses, des femmes sans hommes. Et donc, Péguy a été confronté à ce labeur féminin. C'était un travail qui s'effectuait à la maison, ce n'était pas à l'atelier ni à l'usine. Pour lui, c'était naturel. Ça a été sa première école. Il était enfant unique, mais il fallait qu'il prenne sa part des travaux de la maison. Et il a laissé des récits très émouvants sur cette première enfance, où il décrit son bonheur à partager cette vie de travail. Son milieu d'origine, c'est vraiment les petits artisans du Faubourg Bourgogne, qui est donc un quartier un peu excentré d'Orléans. Les amis qui étaient autour de lui étaient également artisans, avec un fort ancrage républicain. C'était des gens qui avaient une certaine culture, et Péguy est resté fidèle à ce peuple parce qu'il en était issu, mais aussi parce qu'il l'admirait. Et il a toujours été contre une sorte de préjugé bourgeois qui voudrait qu'on doive enseigner le peuple. Pour Péguy, le peuple a son savoir, a sa culture, et donc il gardera toujours cette révérence, cette fierté, et jamais, au grand jamais, Péguy ne deviendra un bourgeois. J'aimais travailler bien, j'aimais travailler beaucoup. Je ressemblais ainsi à ma grand-mère, qui était une travailleuse dure et qui avait tant travaillé dans son existence qu'elle en avait le corps tout cassé. Et quand j'avais bien travaillé, ma grand-mère et ma maman me faisaient des compliments dont j'étais délicieusement heureux. Il suit aussi son catéchisme dans la paroisse de l'église Saint-Aignan, si les obligations quotidiennes le permettent.
Peggy a grandi dans un milieu où la religion n'avait pas une grande importance. Il est baptisé, il fait sa première communion tout en nous racontant que ça lui a fait perdre du temps et il aurait préféré passer ce temps autrement. Ce n'est pas un enfant très mystique et dans sa famille, on ne va pas à la messe parce qu'on n'a pas le temps. Il faut travailler. Peggy se voit lui-même comme un drôle d'enfant, sérieux et grave, qui n'aime pas beaucoup jouer, car cela n'est guère amusant. Mais si l'enfant Peggy désire imiter les adultes, le Peggy adulte, lui, va s'appliquer plus tard à imiter l'enfance. L'enfance de Peggy est une sorte de point fixe vers lequel il veut toujours revenir. Pourquoi est-ce que c'est un point fixe ? Peggy écrit dans L'Argent, en 1913, que tout est joué avant que nous ayons 12 ans. Pour lui, c'est là que se creuse la personnalité de chacun. C'est dans ce moment d'innocence face à la dégradation, à ce vieillissement qu'est la vie, en quelque sorte, que tout se construit et ce vers quoi on revient sans cesse. Pour le journaliste Mathieu Giroux, l'enfant est la figure qui semble se dégager des multiples aspects de Peggy. Écrivain, poète, militant, chrétien, car c'est en enfant qu'il fut chacun d'entre eux. Ici se manifeste cette relation si profonde et si particulière entre son œuvre et sa vie. L'enfance et la jeunesse sont pour lui un état de commencement perpétuel, où la pensée et l'identité se forgent dans une quête de vérité, là où les adultes choisissent le clan des habitués. Pour Peggy, il faut être fidèle à ce que l'on est. Et ce que l'on est, c'est ce que l'on a été dans son enfance. C'est pour ça qu'il a en tête toujours cette figure de Jeanne d'Arc, qui est cet enfant soldat en quelque sorte. Ce qu'a très bien montré d'ailleurs Dumont dans l'adaptation qu'il a fait de la Jeanne d'Arc de Peggy, où il fait jouer à tous les âges de la vie de Jeanne une jeune fille. Cet enfant soldat, qu'une seule effigie immortalise de son vivant de manière douce et naïve, va accompagner puis inspirer Peggy dans son jeune âge et durant toute sa vie. Sans doute était-il fait pour cheminer l'un vers l'autre. Est-ce un hasard si la rencontre s'est faite à Orléans, la ville d'enfance de l'écrivain, et celle où Jeanne la Pucelle, âgée de 17 ans, chassa l'occupant anglais lors de sa plus grande victoire, le 8 mai 1429. Ici, Jeanne est partout présente, même sous nos pas. Elle a sa maison, où Jeanne séjourna après la bataille d'Orléans. Le lieu fut détruit par les bombardements de 1940 et reconstruit depuis, à l'identique. Cette bâtisse historique a été un lieu d'inspiration pour Peggy, dans sa première œuvre, la pièce intitulée « Jeanne d'Arc ». Aujourd'hui, l'endroit est peuplé par les différents visages de Jeanne. Dans sa pièce, Peggy fait exister la sainte de 13 à 17 ans, dans son enfance, ses batailles et son procès. Son personnage est si incarné et si proche qu'il en devient véritablement vivant. Elle ressemble à une petite sœur, soucieuse du sort des hommes, sensible et déterminée face à l'injustice. Une héroïne d'autant plus bouleversante qu'elle apparaît bien réelle, loin de toute dimension mythique. La foi de Jeanne s'y exprime avec autant de ferveur que de puissance poétique, même dans l'angoisse surnaturelle que lui infligent ses juges, elle qui voudrait pourtant que chacun soit sauvé du désespoir et du châtiment. Oh, j'irai dans l'enfer avec les morts damnés, avec les condamnés et les abandonnés. Sur le bûcher de bois sera ma mort humaine. La flamme embrasera mon corps pour la douleur. Et moi, je serai là, sans avoir un espoir d'espérance à jamais, d'apaiser la douleur d'un seul des douloureux, d'en consoler un seul du mal fou de l'absence. Je voudrais bien savoir, mon Dieu, s'il est vrai que je me sois damnée. La damnation est un thème qui parcourt toute l'œuvre de Peggy et qui la parcourt dès l'origine. On voit là une sorte de révolte. Et derrière ce refus de la damnation, il y a le refus de ce que Peggy appelle un scandale.
Ça l'a éloigné du christianisme dans les premières années de sa vie. C'est cette incompréhension qu'il puisse exister un enfer, cette espèce d'absence éternelle, à jamais, ce silence qui ne se terminera jamais, et qu'il exprime dans sa première Jeanne d'Arc, et qu'il exprime dans sa deuxième Jeanne d'Arc. Pour lui, c'est une incompréhension incroyable, un scandale inadmissible, qui va l'éloigner de la religion, puis le rapprocher de la religion, puisqu'il va considérer que la grâce est une manière d'être sauvé de cette damnation. Charles Péguy écrivit Jeanne d'Arc dans la maison de son enfance, à l'âge de 24 ans. Tous les fondements de sa pensée et de son œuvre s'y trouvent déjà réunis, dans le rayonnement éclatant de son génie précoce. La sainte de Don Rémy sera toujours présente dans sa vie, comme un guide familier ou une part de lui-même. Si le jeune Péguy se révèle dramaturge dans sa maison natale, c'est en tant qu'écolier que bien plus tôt, il y fait ses devoirs avec assiduité. Son amour du travail bien fait s'y exerce toujours avec application et constance, en dehors des travaux ménagers ou artisanaux. Dans le récit tendre et émouvant de son plus jeune âge, Pierre, commencement d'une vie bourgeoise, il raconte sa joie profonde et lumineuse d'être élève à l'école primaire. L'instituteur disait au sous-maître que j'étais un bon petit garçon qui était bien sage et bien savant et qui travaillerait bien. Je savais tout cela depuis longtemps, mais jamais je ne l'avais entendu dire à un homme aussi autorisé. À l'école primaire d'Orléans, Charles Péguy a pour maître et directeur un certain Théodore Naudy. L'enfant excelle en classe. C'est aussi grâce à cet instituteur, attentif à un gamin sans père, issu d'un milieu pauvre. Il l'aide à obtenir une bourse en 1885, puis à entrer au lycée d'Orléans. Plus tard, en 1911, Charles Péguy écrira cette dédicace à Théodore Naudy. « Monsieur, je n'ai pas oublié que je vous dois tout, puisque c'est vous qui m'avez introduit aux humanités. » Dans ces dernières années, il rappellera que le meilleur visage de la société française a toujours été pour lui celui de ses instituteurs, ces hussards de la République, comme il les appelle, qui se dévouent entièrement au peuple. Très tôt, sa pensée se forge dans l'expérience de sa propre vie. La suite de ses études confirme l'excellence de Péguy. Élève brillant au lycée Potier d'Orléans, il obtient son baccalauréat en 1891, avant d'être admis à l'école normale supérieure, au lycée Lacanal, à Sceaux. Péguy est un homme engagé et ses engagements, cette dimension de sa vie arrive très tôt. Par exemple, quand il est en Cagne, en classe préparatoire au lycée Lacanal, eh bien, il organise avec certains de ses amis une collecte pour les mineurs en grève de Carmaux, que défendait Jean Jaurès. Donc, c'est quelqu'un qui a une conception très concrète de l'engagement. L'engagement, c'est l'activisme. Il faut faire des choses. Ce n'est pas seulement défendre des convictions. Il faut faire des choses. Péguy, c'est d'abord un penseur qu'on pourrait dire venu de la politique, venu de l'engagement politique. Il vient des milieux républicains, des milieux socialistes, et sa pensée, c'est d'abord une pensée de cet ordre, mais ce n'est pas du tout une pensée systématique. Par ailleurs, Péguy est de formation philosophique. Donc la pensée de Péguy, c'est une pensée qui part de là, avant d'être une pensée littéraire ou une pensée religieuse et théologique, alors que c'est pourtant de ce côté-là qu'on le situerait volontiers aujourd'hui. Or, le cœur, disons, de cette pensée, ce qui fait sans doute le principe d'un bout à l'autre de son œuvre, c'est un principe d'incarnation. C'est-à-dire que la pensée de Péguy est une pensée du terrestre, du charnel, de la vie concrète telle qu'elle est. La vie concrète, lorsque Péguy commence ses études supérieures, c'est aussi la répression criminelle des mouvements ouvriers, comme à Fourmies, dans le Nord, le 1er mai 1891, où l'armée intervient à la demande des patrons d'usines textiles de la région. Elle tire sur les participants d'une manifestation festive et pacifique qui réclament un 1er mai férié. La fusillade dure 45 secondes.
Le bilan est de 9 morts et 35 blessés. Charles Péguy entre en socialisme, comme on vit une conversion, dit-il. Il découvre Jean Jaurès, grand intellectuel et professeur, profondément dévoué au peuple, qui sera longtemps son mentor. Par lui, il apprend que la culture humaniste émancipe l'homme, tout autant que les moyens économiques. L'esprit de camaraderie s'affirme très tôt chez Péguy, comme dans les cercles d'affinité autour de lui. À la Canale, puis au collège Sainte-Barbe, en Cagne, il rencontre Jules Isaac, futur historien, des militants socialistes comme Albert Lévy, et surtout Marcel Baudouin, avec lequel se noue une relation fraternelle. Il est admis à l'école normale supérieure, dans le quartier latin. De ce prestigieux établissement, il écrira « Un poète connu, compris, classé, catalogué, qui gît, imprimé au rayon de cette stérile bibliothèque de l'école normale, et qui ne serait point quelque autre part, qui ne serait point couvé dans quelque cœur, est un poète mort. » En juin 1896, son meilleur ami Marcel Baudouin vient le voir à Orléans, où Péguy travaille déjà depuis 1 an à l'écriture de Jeanne d'Arc. Tous les deux préparent ensemble l'avènement de la cité harmonieuse. Dans cette ville idéale, où le travail ne poursuit pas d'autre finalité que l'harmonie de l'humanité, pourrait s'épanouir ce que Péguy appelle les âmes amicales. Mais peu après, Marcel meurt brutalement d'une fièvre typhoïde. Désemparé, Péguy immortalise leur espoir dans un de ses premiers textes, Marcel, premier dialogue de la cité harmonieuse, qu'il signe Marcel et Pierre Baudouin. Péguy a eu des amitiés parfois tourmentées, mais il était fidèle en amitié. Et parmi les amis de Péguy, il y avait des gens d'horizons très différents. Il y avait des chrétiens, il y avait des juifs, des protestants, il y avait des gens du monde universitaire, il y avait des gens de Paris, il y avait des gens venus de la province. Péguy a développé ses idées socialistes à la fin du XIXe siècle, au contact de ses amis étudiants, dans l'effervescence de cette époque. Et je crois qu'elles sont restées très profondément ancrées en lui toute sa vie. Ça s'est traduit par sa vision d'une cité harmonieuse. Ça s'est traduit par les mots très durs qu'il a pour dénoncer ceux qui, d'une certaine manière, acceptent la misère sociale. La concurrence est mauvaise en son principe. Il est mauvais que les hommes travaillent les uns contre les autres. Les hommes doivent travailler les uns avec les autres et non pas se servir de leur travail pour vaincre d'autres travailleurs. La concurrence est cause que les travailleurs ne sont point payés selon ce qu'ils ont fait, mais surtout selon ce que leurs concurrents n'ont pas fait. Enfin, la concurrence internationale est cause de la guerre, de la paix armée, des maux qui suivent. Si l'on souhaite vraiment comprendre Charles Péguy, il faut partir d'une première révolte en lui, qui est le refus de l'injustice. Pour lui, la misère que subissent les hommes et les femmes sur Terre, avant plus tard d'évoquer la damnation éternelle sur le plan religieux, la misère terrestre est une forme de damnation terrestre. Et d'ailleurs, il reprend cette fameuse phrase de l'Internationale « Debout les damnés de la terre ». À cette époque-là de sa vie, le modèle que Péguy se donne, cette fameuse cité harmonieuse à laquelle il entend travailler, c'est une cité qui n'exclut personne, une cité dont personne n'est étranger. Or, les damnés, ce sont les éternels étrangers. Il me semble que cette horreur de l'enfer et cette détestation de l'enfer qui fait dire à la jeune Jeanne d'Arc qu'elle serait prête à donner son salut pour sauver les damnés, eh bien, ça va générer chez Péguy cette vision d'une humanité qui ne peut pas comprendre, qui ne peut pas exclure. À partir de là, et ce sentiment d'injustice est très ancré chez lui dès sa prime jeunesse, à partir de là, il va prendre une sorte de décision définitive qui est de se maintenir toute sa vie dans ce qu'il appelle l'axe de détresse. C'est-à-dire refuser le confort, refus du confort intellectuel aussi, pour aller combattre par désir de justice
tout ce qui est misère, misère économique, misère intellectuelle, misère politique, tout ce qui avilit l'homme en quelque sorte, et c'est très cohérent avec à la fois son engagement socialiste, puis son engagement et sa foi chrétienne à la fin de sa vie. Pour mener ce combat, le militant Péguy se réfère à des valeurs d'humanité essentielles, qui sont celles de la République. L'école en est sans doute à ses yeux le lieu d'apprentissage le plus précieux. Ces mêmes valeurs composent aussi ce qu'il appelle la mystique républicaine. Selon lui, cette mystique est à la fois un héritage de l'ancienne France et de la Révolution, celle de 1789, celle de 1848 et celle de la Commune. Une mystique de l'élan, du mouvement, de la lutte sans cesse renouvelée pour la fraternité universelle, une mystique de la dignité humaine qui est, selon ses mots, la force invincible des faibles. Charles Péguy épouse Charlotte Baudouin, sœur de son ami décédé, Marcel Baudouin. Charlotte, issue d'une famille d'intellectuels de gauche et incroyante, refuse de se marier à l'Église et que ses enfants soient baptisés. Charles, qui se dit alors athée de tous les dieux, n'y voit guère d'inconvénient. Leur fils, qui va naître bientôt, aura pour nom Marcel. Le couple emménage dans le 5e arrondissement de Paris. Alors que les Péguy commencent leur vie de famille, paraît en janvier 1898 l'article « J'accuse » d'Émile Zola. Son texte taille en pièces la prétendue culpabilité du capitaine Alfred Dreyfus, condamné en 1894 à la déportation pour espionnage. Il met en pleine lumière la machination politique et antisémite du procès, qui divise la France entière, et s'appuie sur le travail pointilleux d'un écrivain et journaliste juif, Bernard Lazare, qui a d'ailleurs sensibilisé Péguy à cette cause à l'École normale supérieure. Quelques mois après la parution du J'accuse, l'engagement de Péguy en faveur de Dreyfus lui vaut d'être arrêté, puis surveillé par la police. Procureur à préfet de police, très urgent. Prière prendre très discrètement et télégraphier renseignements sur Péguy Charles Pierre, 25 ans, professeur libre, se disant licencié ès-lettres, ancien élève de l'école normale, pour violence à agent, à la sortie de l'affaire Zola. Péguy fonde une librairie socialiste, centre de la cause dreyfusarde. Très bientôt, le jeune homme va jeter les fondations les plus importantes de sa vie, à travers la création d'une revue de réflexion politique, littéraire, philosophique et résolument ancrée dans son temps. Les Cahiers de la Quinzaine. Bimensuelle, elle durera 14 ans. Alors que commence l'aventure des Cahiers, Péguy résume ainsi l'essentiel de son ambition. Dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste. La vérité, c'est quoi? C'est d'abord la lucidité. C'est la capacité à voir le réel tel qu'il est. Or, pour Péguy, l'événement, la réalité, la vérité sont quelque chose qui ne doivent pas être déformés, ne doivent pas être reformés, et ça va être le moteur de toute son écriture, de toute son œuvre. Péguy se voit comme un dissident, intransigeant face à toutes les autorités qui veulent imposer une forme de vérité officielle. Péguy avait tout pour devenir un professeur de philosophie en province, ce qui d'ailleurs parfois a causé chez lui une certaine mélancolie, comme si il avait raté une vie plus sereine et plus calme qui aurait pu être la sienne. Et à la place, ce qui a eu lieu, c'est l'engagement. Un engagement d'abord corps et âme dans la défense de Dreyfus, et puis la fondation des Cahiers de la Quinzaine, la revue dont il était le gérant ou le directeur, qui est aussi une forme d'engagement. En fait, la pensée de Péguy le conduit à déserter justement une vie plus calme consacrée à la pensée
au profit de l'action. Donc c'est tout le paradoxe de la vie de Péguy, c'est que c'est en tant que philosophe et que penseur qu'il est amené à privilégier l'action sur la pensée et sur la philosophie. On pourrait aussi le dire à travers ce mot de mystique qui est si important pour lui. Dans un de ses textes, dans le dialogue de l'histoire et de l'âme charnelle, un des textes posthumes de Péguy, il reproche aux clercs, c'est-à-dire au clergé, de ce qu'il appelle une faute de mystique. Une faute de mystique qui consiste à avoir abandonné le siècle, au sens religieux du mot siècle, c'est-à-dire le monde terrestre. Parce que la mystique, la vraie mystique, la bonne, celle qui vient de loin, celle qui vient même de la chrétienté médiévale, c'est une mystique de fondation. C'est-à-dire qu'il faut fonder comme on a fondé des abbayes au Moyen-Âge, eh bien aujourd'hui il faut refonder, alors par exemple la paroisse, ou bien refonder un peuple, refonder une vie concrète, et ça c'est l'engagement de Péguy. Péguy veut fonder quelque chose, c'est même pour cela qu'il crée sa revue des Cahiers de la Quinzaine, qui se veulent une espèce de petite cité parfaite en actes. Et par là aussi, il souhaite régénérer la République. Pour lui, les Cahiers de la Quinzaine, c'est une cité, c'est une amitié, c'est une république. Ça a été son œuvre en réalité. Si on veut comprendre ce qu'a été l'œuvre de Charles Péguy, il faut répondre, ce sont les Cahiers de la Quinzaine. Dans leurs premières années, les Cahiers de la Quinzaine développent largement et en détail les idées du socialisme, en relayant les prises de parole de ses représentants. La réflexion et l'action politique y sont au premier plan, aussi essentielles l'une que l'autre. Les personnalités les plus éloquentes s'y expriment, telles Jean Jaurès ou Clémenceau. La cause des minorités opprimées y est particulièrement mise en lumière dans sa douloureuse vérité historique. Bernard Lazare va signer un numéro spécial sur la persécution des Juifs en Roumanie. La défense d'Alfred Dreyfus, dont Lazare est sans doute l'incarnation même, sera aussi la grande cause des Cahiers. Lazare trouve en Péguy un esprit philosémite, profondément attaché au judaïsme et à sa culture, un adversaire acharné de l'antisémitisme et un ami indéfectible. Sa mort, en 1903, va causer une peine immense au directeur des Cahiers. Péguy ouvre aussi les colonnes de sa revue à de grands auteurs. On y écrit des récits littéraires, des drames théâtraux ou des textes philosophiques qui éclairent notre regard sur le monde, tout comme l'actualité politique. Ses propres œuvres vont elles-mêmes y trouver leur place au fil du temps, dans un espace d'une liberté incomparable pour l'écrivain et le poète. Ce qui caractérise l'œuvre de Péguy, c'est d'abord sa profusion. Il a beaucoup écrit, il n'a pas publié de son vivant tout ce qu'il avait écrit, mais maintenant que tout est édité, ça fait quand même 4 volumes de la collection La Pléiade, donc c'est quantitativement énorme. Et cette profusion, elle va de pair avec une grande diversité, diversité des genres. Péguy a écrit en prose, il a écrit en vers. Les genres, il en a même créé. Péguy écrit des dialogues, des situations, des notes. Donc dans le titre même de ses œuvres, on voit qu'il ne veut pas s'enfermer dans un genre préétabli. Il crée son genre, en quelque sorte. Donc ça, c'est la preuve d'une très grande créativité, d'une grande richesse verbale. Et pourtant, je crois que la générosité du style est toujours là. Péguy ne sait pas s'arrêter, que ce soit dans la prose ou dans les vers. C'est interminable. Ce n'est pas une écriture fragmentaire, hein. C'est plutôt un flux. Dans cette diversité de l'œuvre, c'est comme si on avait affaire à un immense océan de mots. Et au-delà de la séparation de genres, pour faciliter un petit peu la recension de l'œuvre de Péguy, il y a comme une immense unité, une profonde unité de l'œuvre. Dès qu'on lit une page de Péguy, on sait qu'on a affaire à Péguy. Qu'est-ce qui caractérise cette écriture? C'est donc cette espèce de ressassement. Tout à l'heure, je parlais d'océan. Et cet océan est composé de vagues successives. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut dire quelque chose. Il veut faire jaillir quelque chose. Il veut, au-delà de tout le fatras dont on peut être encombré, il veut
qu'il y ait une parole comme de vérité qui jaillisse. Et ce ressassement, ce renouvellement permanent, cette façon d'approfondir, de creuser, c'est pour faire jaillir quelque chose qui va nous toucher en plein cœur et qui va nous apporter une nourriture. Il veut nous nourrir. Une lecture bien faite, une lecture honnête, et comme une fleur, comme un fruit venu d'une fleur. Elle n'est pas moins que le réel achèvement du texte, que le réel achèvement de l'œuvre, comme un couronnement. C'est une destinée merveilleuse et presque effrayante que tant de grandes œuvres puissent recevoir encore un accomplissement, un achèvement, un couronnement de nous, de notre lecture. Quelle effrayante responsabilité pour nous. L'écriture de Péguy n'est pas fermée ni sur elle-même, ni sur lui. Il ne se raconte pas. Il y a des passages autobiographiques, mais dont le sens est toujours de nous faire sentir un monde, le monde de son enfance par exemple. Ce qui me semble très fort, c'est que dans la diversité des genres, il y a une voix qui retentit, et c'est bien celle de Charles Péguy. Une voix, comme celle des chansonniers et des prophètes, qui tous deux parlent au peuple et au plus proche des gens. Cette voix résonne dans De Jean Coste, qui rend un vibrant hommage aux instituteurs miséreux que la Troisième République délaisse. Il ne faut pas, écrit Péguy, que l'instituteur soit dans la commune le représentant du gouvernement. Il convient qu'il y soit le représentant de l'humanité. Il est le seul et l'inestimable représentant des poètes et des artistes, des philosophes et des savants, des hommes qui ont fait et qui maintiennent l'humanité. La cause sacrée de l'enseignement sera récurrente dans les cahiers comme dans son œuvre, faisant toujours écho à sa propre vie. Mais les cahiers de la quinzaine sont une charge considérable pour Péguy et un labeur harassant. Il vit sur son lieu de travail, il a 3 enfants à nourrir et sollicite sans cesse ses abonnés dont le nombre plafonne. Il se brouille avec plusieurs de ses amis, dont Jean Jaurès, qu'il voit désormais comme un opportuniste, carriériste. Tout commence en mystique et tout finit en politique, écrit-il. Et puis il y aura Blanche Raphaël, une jeune employée des cahiers, dont il tombe profondément amoureux, mais à laquelle il renonce, par fidélité à son épouse et à sa parole. Il écrira pour elle « Ballade du cœur qui a tant battu ». Cœur qui a tant rêvé, ô cœur charnel, ô cœur inachevé, cœur éternel, cœur qui a tant battu, ô cœur profond, ô cœur trouveras-tu jamais le fond. Alors advient pour lui l'inattendu. C'est un rapport très intime qu'il va établir avec le Christ en relisant l'Évangile. On a des traces de cette aventure intérieure dans un texte qui est resté posthume très longtemps et qu'on a titré Dialogue de l'histoire et de l'âme charnelle, où il revient sur les circonstances existentielles qui ont permis cette rencontre avec celui qu'il désigne comme l'âme charnelle, qui est Jésus. Donc c'est dans les années 1908-1909. Il est malade, il a une crise de foie, une jaunisse, il est malheureux, celle qu'il aime eh bien, est hors de sa portée, les affaires ne marchent pas, on ne s'intéresse pas à ce qu'il écrit, et il va relire le récit de la Passion dans l'Évangile de saint Matthieu. Et cette lecture, à ce moment-là de sa vie, le bouleverse profondément. C'est une vraie rencontre avec le Christ souffrant, le Christ à la veille de sa mort, le Christ au mont des Oliviers. Et c'est ce Christ-là que Péguy rencontre, et qu'il rencontre vraiment comme
comme un familier, comme un proche, comme quelqu'un qui participe de la condition humaine et dont la divinité est complètement incarnée. Et à partir de cette relecture si forte, si puissante, eh bien, il va tout reprendre. Il va reprendre son catéchisme, il va reprendre la Bible. Tout le passé lui était présent. Tout le présent lui était présent. Tout l'avenir, tout le futur lui était présent. Toute l'éternité lui était présente, ensemble et séparément. Il voyait tout d'avance et tout en même temps. Il voyait tout après, il voyait tout avant. Tout lui était présent de toute éternité. Il connaissait l'argent et le chant du potier, les 30 deniers d'argent. Étant le Fils de Dieu, Jésus connaissait tout. Et le Sauveur savait que ce Judas qu'il aime, il ne le sauvait pas, se donnant tout entier. Et c'est alors qu'il sut la souffrance infinie. C'est alors qu'il connut, c'est alors qu'il apprit, c'est alors qu'il sentit l'infinie agonie et cria comme un fou l'épouvantable angoisse, clameur dont chancela Marie, encore debout. Et par pitié du Père, il eut sa mort humaine. La théologie de Péguy, c'est une théologie du salut, d'un salut pour tous, fondée sur l'idée de communion donc des saints et des pécheurs, de communion dans l'Église, de communion comme principe même social. Et donc c'est cela l'idéal que poursuit Péguy, d'essayer de penser le moyen de surmonter toute forme d'exclusion, et notamment d'exclusion hors du salut. La forme ultime de l'exclusion, c'est une exclusion du paradis en fait. Alors quand Péguy va se convertir, eh bien, il ne renonce pas à cette réticence, mais il en fait un moteur qui va le conduire à devenir ce penseur de l'espérance qu'il est. Dans un texte important de Péguy qui s'appelle le Porche du mystère de la deuxième vertu, il explore cette seconde vertu qui est l'espérance, cette seconde vertu théologale. Et pourquoi l'espérance est si capitale ? Parce qu'elle est la seule manière de répondre au scandale de la damnation. Il y a la possibilité d'espérer que tout le monde soit sauvé. Et donc ça va être une espèce de principe de tension pour Péguy. Péguy est un être très en tension dans sa pensée. C'est une pensée toujours dynamique, toujours active. Et ce principe de tension, c'est l'espoir de sauver tout le monde. Il n'entre pas dans la volonté du Seigneur, qu'un seul de ses petits périsse. Ces mots tirés des évangiles, Péguy les rappelle dans ce qui est sans doute son poème le plus essentiel. Et il définit, selon lui, le cœur même de la parole de Dieu. Il la compare à un chien, le plus fidèle compagnon de l'homme, un chien que l'on maltraite, mais qui revient toujours. Quant à l'espérance, Péguy la voit comme une petite fille dans le porche du mystère de la deuxième vertu. Elle a inspiré le peintre C215, qui a voulu la faire vivre dans son œuvre, à travers les différents visages de l'enfance, au quotidien. Tout ce qui commence à une vertu, qui ne se retrouve jamais plus. Une force, une nouveauté, une fraîcheur comme l'aube, une jeunesse, une ardeur, un élan, une naïveté, une naissance qui ne se trouve jamais plus. Le premier jour est le plus beau jour. Le premier jour est peut-être le seul beau jour. Il y a dans ce qui commence une source qui ne revient pas, un départ, une enfance qui ne se retrouve jamais plus. Or, la petite espérance est toujours celle qui commence. L'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera, dans le futur du temps et de l'éternité. Chez lui, l'enfance est toujours associée au germe, à ce qui commence. Et dans la traduction concrète que j'en fais au quotidien, je me suis souvent dit « il n'est jamais trop tard ». Et ça, c'est vraiment chrétien. Et ça, c'est vraiment puissant. Et ça, c'est vraiment fécond. Que de se dire, voilà, t'as été minable, t'as été
en dessous de tout, mais tu peux te relever. Voilà, et c'est pas vraiment ce que notre société actuelle préconise. On est plutôt dans une société de l'élimination et du piratage, où chacun tend à aller chercher chez l'autre ce qui pourrait le disqualifier en quelque sorte. Alors que chez Peggy, c'est l'inverse. Chaque matin est une promesse, chaque enfant est une promesse, tout est promesse. Et c'est à nous de tenir les promesses. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, notamment dans la manière dont j'ai élevé mes enfants, puisque grâce à lui, j'ai compris de manière instinctive que devenir père, ça n'allait pas être de professer, ça n'allait pas être de dire fais ceci ou fais cela, mais d'être témoin de ce que j'attendais de mes enfants, donc c'est-à-dire de devenir moi-même ce que j'allais attendre de mes enfants. Et c'est en cela que vraiment c'est une application tout à fait pratique de sa notion de l'espérance, où parce qu'on souhaite quelque chose de quelqu'un, on va lui montrer le chemin en accomplissant soi-même ce qu'on attend de lui, et ce faisant, en chemin, on va se transformer soi-même. Avec ce personnage, plus j'ai appris à le connaître et plus je me suis trouvé de points communs, ce qui me l'a rendu familier. Notamment dans une idée du travail presque sanctifiée, puisqu'il s'agit de faire les choses bien en soi. C'est un choix perso quand même de faire Samuel Paty, mais je trouve ça bien, je trouve que c'est complètement adapté. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui avait l'amour du travail bien fait, l'idée qu'on est dépassé par ce qu'on véhicule, qu'on est porteur, qu'on est des porteurs d'eau en quelque sorte, de quelque chose qui vient de très très loin, dont on est seulement les relais, et qu'on est là pour transmettre une flamme, transmettre une énergie, et de se dire qu'on doit faire société tous ensemble. Les années qui suivent la conversion de Charles Péguy et le retour à la foi de son enfance sont les plus fécondes et les plus déterminantes de sa création littéraire. Ces mystères sont de longs et fascinants poèmes spirituels. Qu'est-ce qu'un mystère ? C'est un genre médiéval, plutôt dramatique, c'est plutôt du théâtre, les mystères, des spectacles qu'on jouait sur les parvis des cathédrales au Moyen-Âge, qui avaient souvent un thème religieux et qui étaient destinés à distraire la foule tout en l'édifiant. Péguy reprend cette forme, mais enfin, il la réinvente aussi, et il nous donne des œuvres qui sont entre la poésie et le théâtre. Elles sont vraiment faites pour l'oralité. Le verbe de Péguy dans ses mystères est fait pour être dit à haute voix, et d'ailleurs, il est confié à un personnage, c'est Madame Gervaise, un personnage que Péguy invente, qui n'est là que pour porter le discours de Dieu. Madame Gervaise est sur scène et elle dit « Dieu dit ». Et à partir de là, à travers le corps et la voix de Madame Gervaise, cette femme du peuple dont elle a le langage, et c'est dans cette langue que s'exprime le Dieu que Péguy fait parler pour magnifier l'espérance. Dieu lui-même n'en revient pas de l'espérance des hommes. C'est aussi à partir de sa conversion que Péguy signe ses essais les plus puissants, aux accents prophétiques, comme dans L'Argent, où il dénonce la monstruosité inhumaine du monde moderne. Dans Notre jeunesse, à la tonalité testamentaire, il revient sur le combat de sa vie, l'affaire Dreyfus, qui est pour lui le dernier sursaut héroïque de la mystique républicaine. Il y définit son socialisme comme étant profondément chrétien, une religion du salut temporel. En 1912, son plus jeune fils, Pierre, est atteint de fièvre typhoïde et de diphtérie. Le père décide de confier son enfant à Notre-Dame de Chartres. La guérison de Pierre fait naître chez lui l'idée d'un pèlerinage qui deviendra le chemin Charles Péguy. Il lui inspire aussi son poème « Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres » où rayonne l'espérance, encore une fois. Étoile de la mer, voici la lourde nappe, et la profonde houle, et l'océan des blés, et la mouvante écume, et nos greniers comblés.
Voici votre regard sur cette immense chape. 2000 ans de labeur ont fait de cette terre un réservoir sans fin pour les âges nouveaux. 1000 ans de votre grâce ont fait de ces travaux un reposoir sans fin pour l'âme solitaire. Quand on nous aura mis dans une étroite fosse, quand on aura sur nous dit l'absoute et la messe, veuillez vous rappeler, reine de la promesse, le long cheminement que nous faisons en Beauce.